Hello, c'est Ben et bienvenue dans un nouvel épisode dans Majuscule. Avant de commencer cet épisode, ce podcast est sponsorisé par Squarespace. Je vous en parle souvent, Squarespace c'est la plateforme tout en un sur laquelle vous allez pouvoir piloter votre visibilité en ligne, créer votre site web, gérer vos rendez-vous, gérer également tout ce qui concerne le SEO, le référencement naturel, créer des produits, des services, des formations et globalement tout ce qui va vous permettre de propulser votre activité entrepreneuriale, donc vous avez tout directement sur la même plateforme. J'utilise moi-même au quotidien Squarespace dans mes activités et très bientôt je vais pouvoir vous présenter mes nouveaux sites. Pour mon agence par exemple, je propose dessus directement toutes mes prestations et je vais pouvoir ensuite le diffuser à mes différents clients, suivre également les taux d'interaction dessus, les statistiques, pouvoir créer une section blog, pouvoir aller analyser le référencement naturel pour remonter le plus possible sur les moteurs de recherche, mais aussi planifier directement mon agenda avec les différents calls qu'on va pouvoir prendre directement depuis la plateforme. Je vais en reparler dans cet épisode de podcast, mais Squarespace, je le recommande à la fois aux entrepreneurs que j'accompagne au quotidien, mais aussi aux étudiants que j'ai en école, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer en freelance et qui n'ont pas envie de multiplier plein d'outils dans tous les sens et qui ne savent pas forcément par quoi commencer pour pouvoir faire leur site web et gérer leur visibilité, et clairement Squarespace, c'est une option que je vous recommande les yeux fermés. C'est un vrai soutien quand on démarre son entreprise, quand on se lance en freelance. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez le code BENHPTS qui vous offre moins 10% sur votre premier abonnement sur Squarespace. Donc n'hésitez pas à aller regarder le lien qui est juste en dessous dans la barre d'infos et je vous en reparle très vite avec le nouveau site. Dans cet épisode, on va aborder un sujet qui pose souvent question quand j'en parle au quotidien, qui concerne mon activité d'intervenant. Il y en a beaucoup qui disent prof, on va revenir un peu dessus après, c'est plutôt intervenant en école et surtout à mon âge, à 24 ans. Donc je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire et j'ai surtout réuni toutes les questions que soit les étudiants pouvaient se poser à mon propos ou soit que vous-même vous avez pu me poser en question en DM sur les réseaux sociaux. Dans ce podcast, je vais donc aborder ce rôle de prof entre guillemets que j'ai aujourd'hui et je vais aussi revenir sur une petite chose que je suis en train de faire, un petit changement, un petit retour aux études sur lequel je vais revenir. Pour ceux qui me regardent en podcast vidéo et ceux qui m'écoutent uniquement, sachez que vous avez la version vidéo sur YouTube. Je tiens à juste vous préciser un petit peu que le décor a légèrement changé. On est passé en mode été. Pour être tout à fait transparent avec vous, les épisodes de podcast vont également être un petit peu plus courts cet été pour la simple et bonne raison qu'il fait actuellement 36 degrés dans ce studio et que c'est juste impossible de pouvoir faire plus de 45 minutes d'audio tout seul sans fondre littéralement devant vous. Vous ne le voyez pas du coup si vous m'écoutez juste, mais il fait extrêmement chaud ici et du coup j'ai dû faire quelques petites mises à jour. Pendant les podcasts de cet été, il n'y aura donc qu'un seul plan, celui-ci, et il n'y aura pas les deux plans habituels. J'ai changé aussi un petit peu le décor quand je suis tout seul, je me suis dit que ce petit siège pouvait suffire. Je pense que la première fois où on a évoqué, ou en tout cas on m'a proposé potentiellement un jour de faire des cours, c'est quand j'ai terminé ma troisième année, ma licence. J'ai fait une licence professionnelle juste après un DUT et donc à la fin, je m'entendais très bien avec les équipes pédagogiques et on m'avait dit que probablement qu'on ferait appel à moi dans pas si longtemps que ça pour pouvoir faire des interventions au sein de l'IUT. Ce qui était hyper chouette et que j'avais jamais potentiellement imaginé faire un jour. Et je crois de mémoire qu'on m'avait dit quand même qu'il fallait que j'ai plus ou moins 2 ou 3 ans d'expérience avant de pouvoir prétendre à pouvoir venir faire des cours pour aussi justifier d'une activité professionnelle, sachant que j'avais créé mon entreprise depuis déjà 2-3 ans, mais qu'il fallait quand même que j'ai un petit peu d'expérience supplémentaire pour pouvoir justifier d'une intervention auprès d'étudiants. C'est resté dans un coin de ma tête et j'ai jamais forcément cherché à aller beaucoup plus loin ou même à reprendre contact ou vouloir retourner donner des cours, quoique si. Je pense que j'ai quand même déjà renvoyé un petit mail pour savoir où ça en était, puis ça avait pas pu se faire parce que c'était pendant l'été ou je sais plus ce qui s'était passé. Et puis un jour, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui parlait justement de son expérience entrepreneuriale et qui disait qu'elle avait été complètement valorisée auprès d'écoles privées. Moi, j'ai fait du coup une licence pro dans un milieu public et là du coup, c'était l'expérience de quelqu'un qui donnait des cours en privé, donc dans des écoles privées, écoles de communication, écoles de commerce. Je me suis donc dit que ça pouvait être chouette, pourquoi pas, je l'avais jamais envisagé et que moi j'adore tester de nouvelles choses globalement dans ma vie entrepreneuriale. Ce que j'aime le plus, c'est d'aller vraiment tester plein de choses différentes. Du coup, j'ai contacté quelques écoles et j'ai rapidement eu quelques retours et très vite, finalement, ça s'est enchaîné et c'était il y a 3 ans de ça maintenant. Ça va faire donc maintenant 3 ans que je donne des cours en école privée uniquement. J'ai fait un petit peu de l'IAE, mais principalement en école privée. Et donc le process était très simple. J'ai discuté avec les responsables pédagogiques. On a regardé par rapport aux compétences que j'avais et aux modules qui étaient à pourvoir, ceux sur lesquels je pouvais me positionner pour pouvoir donner des cours. Ce qui fait que quand j'ai commencé à donner mes premiers cours, je pense que je devais avoir 21 ans. Quelque chose comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que encore aujourd'hui, quand je donne des cours à 24 ans, je me retrouve avec des personnes qui sont parfois en M2, donc en fin de master, et qui sont plus âgées que moi, ou alors des personnes qui sont en reprise d'études et qui sont aussi beaucoup plus âgées que moi. J'étais justement avec des étudiants qui m'ont demandé l'autre jour, mais comment tu fais pour être à l'aise et est-ce que t'as pas eu peur ou de pas te sentir légitime d'arriver, enfin comment t'as appréhendé ça? Et honnêtement, j'avais déjà l'habitude du coaching parce que du coup, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à distance en visio, donc j'avais quand même déjà l'habitude des échanges, du conseil, de la partie entrepreneur
entrepreneurial et j'avais jamais effectivement donné de cours, mais j'ai toujours été relativement à l'aise à l'oral, j'ai toujours été assez à l'aise à l'idée d'expliquer un sujet ou de raconter une technicité, même si c'est en marketing ou quoi que ce soit. Et donc c'était globalement assez naturel. Vous dire que j'étais pas stressé la première fois que j'ai fait un cours, ce serait faux, parce que tu te retrouves devant une classe qui sont des fois 20, 25, je suis même allé jusqu'à 30, où c'est quand même relativement impressionnant, où tout le monde te scrute, et globalement, selon les secteurs, tout le monde n'est pas forcément habitué à avoir un prof, en tout cas un intervenant aussi jeune. Globalement, j'ai quelques écoles chouchoutes dans lesquelles je donne beaucoup de cours et c'est des écoles qui tournent autour du digital, ce qui fait qu'on est quand même sur des intervenants qui sont autour de la trentaine, quarantaine, en tout cas qui sont autour de ma tranche d'âge, qui ont entre, je pense que je suis un des plus jeunes quand même, mais qui ont autour de la trentaine, ce qui fait qu'il n'y a pas un énorme décalage non plus avec certaines écoles où il y a encore des intervenants qui ont plus de 50, 55, 60 ans, où forcément ça crée un décalage, en tout cas ça crée un questionnement de la part des étudiants qui ne sont pas forcément habitués à ça, ce qui est moins le cas dans des écoles privées digitales où il y a énormément d'intervenants extérieurs. Par rapport au syndrome un petit peu de l'imposteur, je me suis jamais remis en question par rapport aux cours que j'avais parce que j'ai toujours eu une espèce de politique assez claire qui est je n'accepte que des cours sur lesquels je suis hyper à l'aise, sur lesquels je sais que je peux transmettre quelque chose. Pour moi, je respecte déjà les étudiants quand j'arrive et que j'ai quelque chose à leur transmettre, que ce soit sur le parcours en influence, que ce soit sur du e-commerce, que ce soit sur même de la création de sites, sur plein de choses que je peux faire au quotidien. Je sais que j'ai une expertise dans ce sujet-là, que je peux leur apporter quelque chose, au-delà de la partie théorique qu'on va pouvoir échanger, que je vais pouvoir leur partager des opportunités, que je vais pouvoir leur dire comment se positionner s'ils se lancent à leur compte sur ces sujets-là. Donc je me sens crédible et je me sens à ma place quand je donne ces informations-là. Et les étudiants et les retours sont aussi très chouettes. Donc ça me confirme que j'ai quelque chose à leur apporter. Demain, si j'acceptais des cours, par exemple, pour de l'argent, purement financièrement, et vous allez le voir après, c'est pas forcément la source principale, loin de là. Si j'acceptais absolument n'importe quel cours, je me retrouverais forcément face à des étudiants avec lesquels je suis pas hyper à l'aise parce que je sais pas trop quel est mon sujet, je sais pas comment me positionner, je sais pas quels conseils je peux apporter et là forcément pour moi il y a une inadéquation parce que forcément vous n'arrivez pas à transmettre ce que les étudiants attendent et donc là forcément ça crée un malaise. On me demande beaucoup du coup quels sont les cours que j'enseigne, que j'encadre. Il y a tout ce qui concerne le marketing digital, tout ce qui concerne le e-commerce, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, donc les différents réseaux sociaux, mais aussi le community management ou la stratégie social media avancée, tout ce qui concerne aussi le B2B, donc du social selling B2B. J'ai aussi des cours sur tout ce qui est la partie entrepreneuriale, business plan, business model, tout ce qui va concerner également l'étude de marché, tout ce qui va concerner la constitution, la création d'une société. Et puis j'ai des cours très opérationnels sur de la création de tableaux de bord par exemple, de la création de contenu, du montage vidéo, donc à la fois des choses techniques, à la fois des choses très stratégiques. C'est un petit peu un mélange de tout ça que moi je trouve assez chouette. Je vais reprendre les petites questions qui revenaient le plus pour pouvoir vous répondre. C'est quoi une semaine type pour toi? J'ai pas de semaine type parce que je suis à mon compte, donc moi je suis payé sur facture et donc j'ai certains jours dans lesquels je vais intervenir dans les écoles et c'est très dépendant. C'est pas tous les lundis ou tant de fois par semaine, ça va vraiment dépendre. Là par exemple sur la fin d'année j'avais pas mal de cours qui s'étaient concentrés, il y a des périodes où j'en ai moins ou voire pas du tout. Donc ça c'est à moi de le gérer, c'est à moi de regarder avec aussi les responsables pédagogiques comment j'ai envie d'organiser mon emploi du temps pour que ça colle par rapport eux à leur référentiel et les agendas des étudiants évidemment. Cette année je pense que j'étais entre une demi-journée ou une journée par semaine. C'est très aléatoire parce qu'il y a des semaines où j'y suis allé 3 jours entiers, il y a des fois où pendant un mois j'y allais pas du tout, mais je pense qu'en moyenne on est quasi à une journée par semaine si on concentre, peut-être un peu moins quand même. Est-ce que la préparation des cours demande du temps ? Oui, bien sûr, ça demande beaucoup de temps, mais surtout les premières années. Là, je commence à avoir des cours qui sont assez rodés, donc ça c'est plutôt chouette. Évidemment, on est dans un milieu qui bouge très vite, donc il faut systématiquement les mettre à jour tous les ans avant de retourner devant les étudiants pour avoir quand même des supports qui soient actuels et qui collent au digital, qui est en mouvance perpétuelle. Mais oui, du coup, les tout premiers cours demandent beaucoup de temps, le temps de trouver aussi la manière dont on a envie de le faire d'un point de vue créatif. Moi j'ai mes petites couleurs, j'ai mes petites choses pour pouvoir avoir mon univers et avoir créé mes propres supports. Et après, effectivement, tous les ans, ça demande de les remettre à jour, de vérifier s'il y a des changements et surtout les écoles elles-mêmes changent leurs modules. Demain, un cours de e-commerce d'une année sur l'autre dans la même école peut changer. Il va y avoir des notions en plus, d'autres en moins parce que c'est réparti ailleurs et il ne faut pas les conserver parce que sinon ça va faire des répétitions avec les cours des autres intervenants, donc il faut systématiquement pouvoir les ajuster. De la même manière, un cours de e-commerce dans telle école et dans une autre ne sera pas le même, donc il va falloir revoir la construction, les modifier et ça évidemment ça demande du temps. Comment est-ce que tu gères ta posture entre proximité et autorité avec les étudiants? Globalement, comment trouves-tu ta place? Honnêtement, c'est très naturel, comme je vous le disais, j'ai quasiment l'âge des étudiants, donc moi il n'y a aucun souci pour tout ce qui est tutoiement, je les tutoie, ils me tutoient et c'est complètement
normal, même s'il y en a certains qui n'arrivent pas à me tutoyer par exemple. Pour autant, le respect, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je respecte les étudiants, je veux qu'ils me respectent aussi en retour, et je suis pas ami avec eux, mais ça n'empêche pas que je puisse bien m'entendre, que je puisse parler dans un vocabulaire qui est adapté au secteur, au digital. Enfin, on est dans quelque chose qui est quand même relativement cool, j'ai envie de dire, on est là pour apprendre des choses. Donc moi je respecte le syllabus, je respecte, je suis dans une posture professionnelle, je viens en tant que professionnel, ça m'empêche pas de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger, je discute beaucoup avec les étudiants pendant les pauses, après les cours, enfin, voilà, je pense que je crée un climat quand même de confiance qui me semble important. Pour autant, il y a des choses qui sont essentielles. Tu mets pas tes écouteurs en cours, tu me manges pas sous le nez en cours. Enfin, il y a certaines choses qui me semblent logiques et qui reviennent du respect. Donc ça, là-dessus, j'hésite pas à retoquer. Pareil, quelqu'un qui dort complètement avachi face à toi, c'est pas du tout agréable, c'est pas respectueux. Il y a des choses qui sont obligatoires par le règlement de l'école et des différentes écoles et aussi par respect tout simplement. Donc j'hésite pas à intervenir quand il y a un manque de respect et globalement, il y a jamais de souci là-dessus. Enfin, tout le monde comprend, tout le monde sait qu'il est en tort. Donc là-dessus, il y a pas de sujet. Je suis pas en train de faire le policier non plus toute la journée. Moi, j'ai des étudiants qui sont entre bac+3 et bac+5, donc globalement, qui sont déjà en alternance, qui sont déjà relativement responsables, qui ont déjà une certaine posture professionnelle. Pas tout le temps et pas tous, mais globalement, ça se passe quand même relativement bien et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre se faire respecter et réussir à donner quand même un climat de confiance. Qu'est-ce que tu apprécies le plus et est-ce que ça ne te demande pas trop de temps? Pour répondre d'abord à la deuxième partie de la question, si ça me prend beaucoup de temps et surtout ce que je ne veux plus faire, c'est avoir des fois des semaines où j'ai 3-4 journées entières de cours parce que moi une fois que j'ai terminé ma journée de cours, derrière je me retrouve à rattraper tout ce qu'il y avait à faire pendant la journée. Donc ça c'est hyper compliqué, c'est pas des journées de perdu parce que je suis là, je travaille, je suis payé sur facture, etc. Mais pour autant, j'ai tout le reste qui ne s'arrête pas de tourner et donc souvent ça fait des très grosses semaines quand j'ai des cours et surtout quand il y en a plusieurs fois dans la semaine, donc ça c'est pas possible et je sais que ça je veux le limiter. Et de la même manière pour l'année prochaine j'ai décidé de limiter aussi et notamment arrêter certaines écoles parce que ça faisait trop, soit que ce soit en termes de déplacement, soit que ce soit en termes de volume. Donc je préfère me concentrer sur les écoles avec lesquelles ça se passe le mieux, dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Et puis surtout pour pouvoir me concentrer sur toutes mes autres activités parce que je veux pas faire ça à plein temps. Moi surtout c'est pour m'évader. Je vais venir un petit peu sur ce que j'aime le plus justement. C'est à la fois voir du monde, voir des étudiants. Je trouve ça très chouette ce contact. Moi je bosse beaucoup tout seul. J'ai une équipe mais c'est toujours à distance. Je vois peu de personnes finalement et je trouve ça très chouette d'avoir ces étudiants avec qui je peux échanger, d'avoir l'équipe pédagogique également avec laquelle je suis en contact. Ça crée un espèce de lien. C'est un petit peu comme mes collègues le temps d'une journée et je trouve ça très chouette parce que voilà on crée quelque chose d'assez sympa qui moi me fait du bien humainement et me sort un petit peu de ma zone habituelle de ce bureau. Et puis au-delà de ça, les échanges me semblent quand même pertinents. Il y a beaucoup d'étudiants que j'ai accompagnés dans la création de leur entreprise, dans du conseil stratégique, dans toute une structuration. C'est vraiment moi ce qui m'anime le plus aujourd'hui dans mes activités. Et quand j'ai l'impression que ça sert à quelque chose et que les étudiants en ressortent quelque chose ou que quelques années après ils me contactent pour me dire un petit peu où ils en sont, c'est une énorme gratitude et je suis content qu'ils aient confiance et qu'ils soient en capacité de venir me poser des questions et d'écouter ce que je peux leur dire, d'appliquer des conseils, c'est quand même hyper valorisant, donc ça c'est très très chouette. Et pareil, autre chose qui prend du temps et qu'on n'imagine pas forcément, c'est tout ce qui est correction derrière, c'est des dossiers en école de commerce ou en école de communication, des fois c'est des dossiers qui font 70, 150 pages, donc ça c'est très 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 long à corriger et pour pouvoir faire des retours qualitatif quand même. Il y a toute la préparation en amont, mais il y a aussi les étudiants qui peuvent solliciter en dehors. Il y a aussi avec l'équipe pédagogique réussir à tout caler correctement. Donc globalement tout cela demande quand même pas mal de temps, mais c'est une très très chouette expérience que j'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer, parlons du coup rémunération. Évidemment en tant qu'intervenant, on est payé. On peut être soit salarié en CDD par exemple, ou soit payé sur facture, ce qui est mon cas et le cas d'énormément de formateurs en école privée. Vous avez des tarifs de base dans les écoles qui sont proposés selon les régions, selon les groupes aussi, parce que c'est des gros groupes d'écoles généralement. Et puis ensuite, vous avez des tarifs qui sont négociables parfois, d'autres fois non. Ça dépend aussi des personnes à qui vous enseignez. Par exemple, si vous enseignez à des B1, B2, donc l'équivalent bachelor, licence 1, licence 2, vous allez être moins payé que pour des masters, master 1, master 2. Donc après, voilà, vous avez des grilles, il y a des choses qui se négocient ou pas, vous avez des frais de déplacement, il y a plein de choses à prévoir. Globalement, moi je peux vous faire mon retour là-dessus, je ne fais pas ça pour l'argent. Aujourd'hui, par rapport à la facturation que ça apporte, voilà, évidemment, tu peux aller négocier, comme je le disais, tu peux faire bénéficier de ton expertise, des retours des différents étudiants, etc. Moi, ça ne me fait pas une grosse source de rémunération aujourd'hui, mais comme je vous le disais, il y a tout l'à côté qui m'apporte énormément de choses. Vous avez des écoles où vous démarrez à 40 € de l'heure, il y en a d'autres où vous êtes à plus de 150 € de l'heure. Donc forcément, il y a un énorme gap là-dessus. Donc évidemment que je ne ferai pas ça gratuitement et que j'ai certaines conditions aussi. Par exemple, je fais rarement, voire même pas du tout, de cours aux première et deuxième années, parce qu'en termes de rémunération, pour moi, c'est moins intéressant, que la charge de travail est similaire, voire même parfois
un peu plus grande par rapport à certains sujets, ce qui fait que voilà, moi j'ai décidé aussi à quelle classe est-ce que j'avais envie de donner des cours, parce que derrière, forcément, j'ai envie d'avoir aussi un minimum de rémunération, mais globalement, je le fais beaucoup pour tout l'à côté dont je vous parlais avant, même si évidemment la rémunération rentre en compte. Et d'ailleurs, il y a une école qui est venue vers moi il n'y a pas si longtemps que ça pour me proposer des cours sur lesquels j'étais pas aligné d'un point de vue rémunération, je l'ai dit en toute transparence, ils le savaient, ils l'ont compris complètement, et puis il n'y avait pas de sujet, et ça s'est pas forcément fait. Donc après voilà, c'est aussi soit combien est-ce qu'on accepte d'être payé par rapport au temps qu'on va mettre dans tout ce qu'il y a, et on mesure pas forcément tant qu'on n'a pas commencé le temps qu'on y met. Même si après, au fur et à mesure des années, comme je vous le disais, mettre à jour un cours demande moins de temps que de le créer de A à Z, donc on peut y trouver un certain équilibre un peu plus sympa, mais voilà globalement ce que je peux vous dire sur la partie rémunération. Et pour terminer ce sujet sur la partie cours, justement, je voulais vous parler d'un autre sujet, je vais pas trop épiloguer dessus, parce que je vous en reparlerai plus tard, mais je suis en train justement de passer un master, parce qu'aujourd'hui je n'avais pas de master, c'est-à-dire que je pouvais donner des cours à des masters parce que mon expérience permettait de le justifier, et j'ai eu l'opportunité de passer un master via une validation d'acquis de l'expérience, donc valoriser mes plus de 7 ans d'entrepreneuriat pour pouvoir obtenir un diplôme. Et donc là actuellement j'ai constitué tout un dossier, ceux qui ont déjà passé des VAE savent potentiellement commencer, vous avez un dossier dans lequel vous allez prouver par rapport au référentiel du diplôme qui est visé, que vous avez les compétences. Donc là, j'ai dû expliquer plein de situations que j'avais eues au sein de mon parcours entrepreneurial pour justifier du coup que j'étais en capacité d'avoir ce diplôme-là. Et donc, plutôt que ça se fasse sur 9 mois, 2 ans parfois les VAE, là c'est une VAE très courte sur 2 mois. Donc j'ai dû constituer un dossier, j'ai dans quelques jours un oral pour restituer tout ça. Et si ça se passe bien, on verra bien les résultats, je pourrai peut-être obtenir un diplôme de master, et donc c'est très très chouette. Moi j'ai toujours voulu avoir un master parce que j'avais prévu de le faire, pas par ego mais par volonté d'aller me spécialiser. Généralement un master ça permet quand même d'aller se spécialiser sur un sujet, et puis finalement j'ai pas eu l'opportunité de le faire parce que j'avais mes activités entrepreneuriales qui ont pris le dessus et j'avais plus le temps tout simplement. Donc j'ai complètement lâché les études, et là avoir cette opportunité là c'est génial parce que j'aurais jamais pu consacrer 2 années entières à aller faire un master, et je trouve ça très chouette, même si en tant que tel ça va pas me servir au quotidien parce que j'ai pas besoin d'un master, j'ai pas envie de postuler à quelque chose en tant que salarié, mais ça peut faire une petite sécurité, et puis surtout ça peut me permettre pour des écoles de pouvoir justifier des choses, même si les écoles font confiance à l'expérience, même si les écoles peuvent donner des cours à quelqu'un qui n'a pas un master pour donner cours à des masters, ça reste quand même des fois au niveau de la norme Calliope et des certificateurs une volonté de pouvoir prouver qu'on a le même diplôme que les élèves qui sont en train de le préparer. Donc voilà, c'est parfois important, et je voulais juste vous en parler à la fin de cet épisode. J'en ai déjà parlé dans un vlog il y a pas longtemps sur YouTube, mais ça rentrait dans la thématique, et du coup voilà, c'était chouette de passer un master en 2 mois. Donc on verra bien le résultat, mais j'ai fait un dossier qui est plutôt chouette. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je crois que j'ai réussi à ne pas trop me liquéfier sur place, donc c'est plutôt pas mal. Merci à Squarespace d'avoir sponsorisé ce début de podcast, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.